aussi nombreux et nombreuses à cette conférence organisée par BGE. Je suis Yves Villaginès, je suis le chef de service entrepreneur du quotidien Les Échos. À bientôt. Nous allons commencer. Le thème de la conférence, c'est accorder ses valeurs individuelles et d'entrepreneur à son business. Avant de vous présenter les deux entrepreneurs qui ont accepté de venir témoigner de leur expérience, je vais vous présenter rapidement ce qu'est BGE. BGE, c'est un réseau national d'appui aux entrepreneurs, donc c'est du conseil, de la formation, une porte que vous pouvez pousser si vous avez des questions avant, pendant et au développement de votre entreprise. BGE, c'est 550 lieux d'accueil, 549, me dit Claire à côté. 1400 collaborateurs qui peuvent vous conseiller et qui sont aussi des formateurs, et c'est 55 000 personnes accompagnées chaque année. Pourquoi cette conférence sur la stratégie commerciale et les valeurs ? Parce que depuis quelques années, la tendance à trouver du sens dans son business est de plus en plus forte. J'imagine que vous aussi, en tant que consommateur, vous pouvez éprouver le besoin dans vos actes d'achat quotidiens de vous mettre en cohérence avec vos propres valeurs individuelles. Et donc c'est un sujet qui revient très fréquemment dans les questionnements des entrepreneurs et des entrepreneuses que nous rencontrons. Mais se mettre en conformité avec ces valeurs suppose aussi, pour la plupart d'entre vous qui montez des business, d'avoir une rentabilité économique et donc d'atteindre, de concilier les deux. Pouvoir vivre dignement en étant en accord avec vos propres valeurs individuelles. C'est ce que tentent de faire les deux entrepreneurs qui sont à côté de moi, sur ma gauche. On commence par Mathieu Lucasi. Vous êtes cofondateur de Goob-Yoz. Et Astrid Persin, vous êtes cofondateur de Bulb. Avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, est-ce que chacun de vous peut présenter rapidement votre business ? Que faites-vous ? Bonjour. Avec mon conjoint Myrtille, du coup, nous avons créé l'entreprise Bulb Gastronomie, qui est un service de chef à domicile entièrement végétal, mais aussi basé sur le local, le bio, le 100% fait maison. Et on se déplace entièrement et uniquement à vélo. La valeur écologique est très présente depuis le début de notre entreprise. On s'ouvre depuis un an également à l'événementiel culinaire. Ça veut dire qu'on crée des événements pour faire venir des gens et leur faire goûter une cuisine qui soit végétale et responsable. Et vous n'êtes pas à Paris ? Et nous sommes à Rennes, voilà, exactement, en Bretagne. Mathieu ? Bonjour à tous. Nous, chez Goob-Yoz, on travaille surtout sur la question du zéro déchet. On accompagne les entreprises vers l'économie circulaire. On développe ce qu'on appelle des projets d'économie circulaire pour ces entreprises pour leur permettre d'être davantage zéro déchet. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'identifier des gisements de déchets, de pouvoir les traiter, de pouvoir les recycler et derrière d'en faire des matériaux puis des produits qui, dans une certaine mesure, peuvent retourner dans l'entreprise chez qui on a fait la collecte. Et on accompagne aussi pas mal d'industriels qui sont des industriels qui fabriquent des éléments en plastique sur comment est-ce qu'ils peuvent intégrer davantage de plastique recyclé dans leur production. Donc, l'un est dans la promotion du végétalisme ou du véganisme, peut-être qu'on... Voilà, nous, dans on la va parler restauration. d'alimentation végétale voilà. dans leur globalité. Et vous, Mathieu, vous êtes dans l'économie circulaire, donc dans le reuse des plastiques. Comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise et à quel moment vous vous êtes posé la question de cette entreprise doit être forcément dans un axe, dans une de mes valeurs personnelles ? Pour moi, la question de la création s'est posée assez tôt dans mon parcours scolaire, parce que j'ai suivi des études en entrepreneuriat, notamment à la faculté de Paris-Saclay. Et je ne me voyais pas entreprendre, entre guillemets, autrement. Moi, j'ai grandi avec des valeurs, comme tout le monde, plutôt des valeurs chrétiennes pour mon cas. Et je me devais, en fait, ou du moins, c'était plus simple pour moi, plus aligné et plus évident pour moi de travailler d'une manière qui permettait de pouvoir faire, j'ai envie de dire, un petit peu rêveur, le bien autour de moi. Et pour moi, c'était important d'apporter de la valeur aux autres
Et aussi dans mon parcours scolaire au niveau de l'entrepreneuriat, on m'a toujours présenté l'entrepreneuriat comme étant la réponse aux besoins de quelqu'un ou d'entité. Et donc à partir de ce moment-là, dès que j'ai compris que je pouvais apporter une réponse aux besoins des entreprises sur la question d'abord du recyclage, à l'époque c'était plutôt le tri sélectif, et aujourd'hui l'économie circulaire, eh bien j'ai décidé de me lancer. Et vous, Astrid ? Pour nous, c'est venu de deux constats différents. Le premier, c'est que du coup, on venait du milieu de la restauration classique avec Myrtille, qui est un monde qui est un peu en train de se casser la figure, surtout depuis le Covid. En tout cas, un modèle qui a du mal à tenir tel qu'il est aujourd'hui. Et l'autre constat à côté, c'est qu'on avait des valeurs qui étaient fortes, notamment dans l'écologie, mais aussi tout ce qui est préservation de la biodiversité, contre la maltraitance animale, etc. Et on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer la restauration à la fois dans sa forme, mais à la fois dans son fond, dans ce qu'elle vient proposer, et du coup venir proposer une alimentation qui soit plus saine, qui soit meilleure pour la planète, qui soit meilleure pour les animaux, et du coup concilier tout ça. Et du coup on a réfléchi longuement à quelle forme on pouvait donner à ça, et on s'est dit que le fait d'être en itinérance, de pouvoir aller partout et voir n'importe qui, ça rendait non seulement ça plus accessible, ça rendait le modèle aussi plus viable, parce qu'on réduit les charges fixes énormément quand on n'a pas de restaurant. Et que ça permettait surtout de créer des rencontres, parce que finalement, quand on porte des valeurs, ce qu'on veut, c'est aussi aller à la rencontre des gens pour leur parler de ces valeurs. Et là-dedans, on a trouvé une grande efficacité, si on peut utiliser le mot. Et est-ce que vous avez inscrit ces valeurs dans les statuts de votre entreprise ? Comment vous les avez mis par écrit au moment de la constitution ? On verra après comment vous les communiquez auprès des clients. Ouais, dans notre cas, nos valeurs, elles sont toujours présentes dans nos supports de communication, sur le site internet aussi notamment. Il y a une partie de ces valeurs qui figure aussi sur nos statuts. Aussi, notamment, on a matérialisé ça, je pense qu'on en discutera un peu après, mais avec des agréments, notamment l'agrément ESUS. Non, on peut en parler tout de suite, allez-y. Expliquez-nous ce qu'est un agrément ESUS. En fait, un agrément ESUS, pour essayer de vulgariser le propos, c'est un agrément qui permet, plutôt dans mon cas, donc, dans le cadre d'une entreprise, entre guillemets, dite société commerciale, de pouvoir être certifié comme étant une entreprise avec les valeurs et aussi le spectre de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, qui une entreprise qui peut être éligible en fait à tous les critères qui sont ceux de l'ESS aujourd'hui. Et ce que nous on essaye de promouvoir au travers de notre entreprise, c'est vraiment la capacité ou la possibilité de pouvoir réussir à tendre la main à d'autres entreprises pour leur permettre d'être davantage alignés avec nos valeurs, notamment, et celle de l'engagement envers l'environnement et envers les hommes aussi, parce que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais aujourd'hui, nous, donc j'en parlais, on a des circuits de collecte, donc on collecte des déchets à proprement dit, on le fait à peu près partout en France, et pour ça, on a choisi de le faire de manière assez innovante. Donc, on a développé en fait tout un écosystème d'acteurs qui sont entre guillemets cités comme étant inclusifs. Donc, ce sont des établissements ESAT. Est-ce que ça parle à quelqu'un, les ESAT ? Super. Les ESAT, l'EA. On a aussi des entreprises d'insertion avec lesquelles on travaille sur les sujets de collecte. Et donc, à chaque fois qu'on développe des partenariats avec ces entités-là, on explique en fait notre démarche, pourquoi est-ce qu'on les sollicite et comment est-ce qu'on veut travailler avec ces entités-là. Donc, tout ça, en fait, dans l'écrit, comme tu l'as très bien dit, mais aussi dans la manière de faire et d'opérer notre service, nos valeurs, elles sont présentes. Dans l'agrément ESUS, il y a un des critères qui est la limitation de l'enrichissement personnel de l'entrepreneur. C'est quelque chose qui est important pour vous ? Complètement, parce que pour nous, c'est important de valoriser l'apport de tout à chacun au niveau de l'entreprise. Donc nous, au niveau de GoBio, ce qu'on a choisi, c'est vraiment de limiter l'enrichissement personnel, mais surtout plutôt d'essayer d'accélérer, de promouvoir et d'étendre en fait l'enrichissement, plutôt la revalorisation, j'ai envie de dire quelque part, de tous les acteurs. L'autre phase, c'est conserver au sein de l'entreprise une partie plus grande des dividendes pour la développer. Exactement. Si on le dit de façon positive. Tout à fait, exactement, voilà, tout à fait, c'est bien résumé. Astrid, vous, comment vous avez écrit ces valeurs au moment de la constitution de l'entreprise ? Alors évidemment, dans nos statuts, on a bien noté dans le marbre, et ça on veut bien que ça ne bouge jamais, qu'on ne servirait que et exclusivement que des produits végétaux. On ne servirait jamais de chair ou de produits d'origine animale.
Ça, effectivement, c'est inscrit dans les statuts. Après, pour l'engagement écologique, on s'est dit, les discours, c'est bien. Ce qui est mieux, c'est d'avoir des institutions qui sont objectives et qui viennent regarder que ce qu'on fait, c'est effectivement éco-responsable. Et du coup, on est allé chercher un label qui s'appelle Fig for Good, qui est pour les restaurateurs engagés dans le développement durable. Vous connaissez peut-être Écotable, qui est au niveau plutôt international. Fig for Good, c'est une association, c'est uniquement français. Ils viennent vraiment regarder au cas par cas, regarder toutes nos factures, regarder toutes nos manières de travailler, comment fonctionnent nos robinets, etc. et nous mettre une note. Et nous, on a obtenu quasiment la note la plus haute qu'ils avaient jamais donnée à un restaurant. Donc ça, c'est une preuve de notre engagement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils renouvellent tous les 2 ans. Ils refont un diagnostic sur 1 mois pour vérifier que notre entreprise respecte bien ses engagements et même s'améliore. Et ils proposent des tas de paramètres sur lesquels on peut s'améliorer avec des accompagnements, etc. Donc ça, dans un premier lieu, c'était très important pour nous. Dans un second lieu, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les retours de nos clients. Du coup, on travaille avec des collectifs d'usagers, du coup, notamment de consommateurs végétariens et véganes sur la ville de Rennes. Également avec un collectif de restaurateurs engagés dans le végétal qui s'appelle Raisonne et qu'on a créé sur l'année dernière. C'est important aujourd'hui vis-à-vis des clients de prouver ce qu'on dit, c'est-à-dire obtenir des labels comme celui de l'entreprise solidaire à utilité sociale, les US, ou celui de Fig for Good, comme vous parlez. C'est important d'apporter la preuve. Oui, je pense que comme en ce moment, on va dire que c'est un peu à la mode de faire dans le vert, dans l'écolo, il y a beaucoup de greenwashing. On le sait, on en a conscience. Et du coup, il faut faire attention à ne pas tomber dans le biais d'être une entreprise qui fait un peu semblant sur certains points, ou alors qui s'engage vraiment sur certains points, mais pas vraiment sur les autres. Du coup, c'est sûr que faire passer des organismes à part pour venir vérifier qu'on fait ça bien et éventuellement nous conseiller pour faire encore mieux, évidemment c'est vital et c'est une vraie preuve pour notre clientèle, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers. Du coup, ils savent vers qui ils vont, ils savent à qui ils donnent leur argent et ils savent aussi pourquoi éventuellement ils vont payer un peu plus ou avoir une prestation qui est un peu différente. Oui, je pense que c'est hyper important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mathieu ? Tout à fait aligné. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majeure partie des clients cherchent à avoir de la visibilité, comme tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup aussi de greenwashing qui existent, qui se pratiquent malheureusement. Et donc, ce n'est pas en fait dans une démarche de flicage, j'ai envie de dire, ou même dans une appréhension ou dans une remise en question de nos services. C'est vraiment pour s'assurer et pour être sûr, quelque part, vraiment, j'ai envie de dire, pour se rassurer d'avoir en face un acteur qui soit véritablement engagé et engagé au-delà des mots qu'il peut afficher sur son site internet. Donc nous, par exemple, en plus de ce que tu as cité, nous, on accepte de se faire auditer par nos clients. Par exemple, c'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois qu'un client nous demande s'il pouvait passer un audit pour regarder un peu au-delà en fait, de ce que nous, on peut présenter. On est tout à fait dans la transparence, donc ça nous va très bien. Et derrière, on obtient aussi davantage de confiance de ses clients parce que forcément, les audits, ils sont réussis. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'apporter de la visibilité, comme je disais. Et on a aussi décidé très rapidement dans le projet de prendre la question du recyclage un petit peu à l'envers. Donc ça veut dire que nous, on décide, on choisit, on travaille d'abord sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un déchet, qu'est-ce qu'on est capable de faire, par exemple, avec le gobelet en carton, avant de se lancer sur la collecte. Et ça nous permet derrière d'avoir des circuits de recyclage et de revalorisation qui sont beaucoup plus clairs. Et donc derrière, d'avoir de la visibilité pour le client et donc de le rassurer. Alors pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui veulent créer des entreprises aujourd'hui, cette démarche de certification, de label, etc., on doit la faire au moment de la création. Et est-ce que c'est un investissement qui ne vous détourne pas justement du lancement? Ma question, c'est quel est l'investissement nécessaire à ça? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Je pense que ça dépend déjà de vers quel organisme on va aller. Nous, effectivement, Fig for Good, c'est une petite association française, donc ça coûte beaucoup moins cher que de passer par Écotable, qui est vraiment 10 fois plus cher. Où effectivement, si on a une toute petite structure comme la nôtre, ça ne valait pas le coup de passer par Écotable. Après, il faut quand même vérifier que la structure vers laquelle on va, elle est sérieuse. On ne peut pas... voilà. Mais après... Avant de se faire certifier, on peut juste se faire accompagner. Il y a des tas de structures qui sont là pour nous accompagner dans le développement durable de nos entreprises. Et en fait, ça, c'est la base, je pense, quand on commence. Avant d'aller chercher une certification à tout prix, il faut déjà essayer d'être accompagné pour mettre en place les choses correctement, parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles on n'a pas pensé.
Et je pense que dans tous les cas, un accompagnement est nécessaire et peut-être la certification dans l'année qui suit, une fois qu'on a mis en place toutes ces choses-là. Effectivement. Encore une fois, je peux que te rejoindre sur ton propos. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça fasse peur en soi. C'est pas, le but de ces certifications, ce n'est pas d'effrayer, entre guillemets, ceux qui ont des projets et qui veulent développer des projets à impact. L'idée, c'est de comprendre là où est-ce qu'on est. C'est comprendre aussi les organismes qui sont intéressants et pertinents par rapport à notre activité, se rapprocher de ces organismes, poser des questions, les appeler, en général ils sont assez disponibles, et ensuite à partir de là on peut dresser entre guillemets un plan d'action, mais vous n'allez pas frapper à la porte d'un agrément et cet agrément vous dira pas non mais non ton projet il est trop nul, ferme la porte et barre-toi quoi. C'est pas du tout ça le sujet. L'idée c'est de dire ok, vous avez un projet, vous avez la volonté de faire quelque chose qui est correct. Et vous allez tout le temps, à mon sens, en tout cas nous ça a été notre expérience, tout le temps trouver un acteur en face de vous qui veut vous accompagner pour que vous puissiez développer quelque chose qui rentre dans les clous et qui soit correct. Est-ce que l'argument des valeurs peut être un argument commercial? Est-ce que ça permet de décrocher des contrats, des clients? En gros, est-ce que le bien se vend? Tu poses une super question parce que c'est vrai qu'on on se rend compte au final qu'au niveau des entreprises, ça va être assez fluctuant. Je pense qu'il faut bien définir son persona, bien choisir sa cible par rapport à ça. Je donne un exemple très simple. On a développé tout un service pour recycler les masques sur la période 2020-2022. Et donc, pendant un moment donné, pendant 2020 jusqu'à 2022, on avait des appels et des mails tous les jours sur des entreprises qui souhaitaient faire recycler les masques. Et on a distingué deux catégories. Il y avait la catégorie d'entreprises qui voulaient juste avoir une solution pour se débarrasser de ces masques et avoir un petit certificat qui disait qu'ils étaient recyclés, peu importe où ils terminaient. Et puis on avait l'autre catégorie, celle forcément avec laquelle on a travaillé, qui s'était vraiment intéressée sur le devenir des masques, comment est-ce que nous on le traitait et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au-delà du simple cadre légal, qui était très 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 léger à cette époque-là. Et donc nous, on s'est concentré sur la partie des entreprises qui étaient très intéressées par comment développer une économie circulaire autour de ces masques et comment être davantage zéro déchet avec ce nouveau déchet et pas empêcher que le Covid vienne un peu détruire tous leurs efforts RSE des années précédentes. Et on a mis de côté toutes les entreprises qui nous disaient simplement, nous, on veut juste quelqu'un qui vienne et qui nous ramasse les masques une fois qu'on les met de côté, pas à la poubelle, quoi. Et donc ça a été un choix. Je ne vous cache pas que si on avait choisi les deux catégories, on serait plus riche. Mais par contre, ça nous a permis non seulement nous de monter en compétences et développer de vraies économies circulaires. Et du coup, là, la question des valeurs, elle a été importante parce que pour nous, ça a été comme un curseur. On a choisi par rapport à nos valeurs d'aller vers les entreprises qui étaient plus sensibles à ces valeurs-là quand on leur a présenté. Et vous, Astrid, sur cette question de est-ce que ça permet de décrocher des clients? Moi, je pense que quand on parle d'un bien ou d'un service qui porte des valeurs, on l'élève à quelque chose de plus. On ne parle plus juste d'une tomate. On parle d'une tomate qui a permis à un agriculteur local de vivre avec des bons moyens, qui est bio et qui va mettre en bonne santé et qui est hyper bonne. On n'est plus juste sur un produit, on n'est plus juste sur un service. On est sur quelque chose qui est plus. Donc évidemment, ça a une valeur aussi. Et souvent, l'erreur que font les gens qui font des entreprises qui sont engagées, quelle que soit la cause, nous on est plutôt sur l'écologie, mais il y en a plein des causes, mais c'est de se dire, ah mais du coup, il faut que je m'aligne avec les prix du marché, sauf que du coup, c'est pas possible avec cette manière de produire-là, parce que forcément, elle va être plus coûteuse, parce qu'il y a plus d'investissement de temps, de réflexion, on va faire ça en France plutôt que de le délocaliser, on va utiliser des produits de meilleure qualité, etc. Du coup, forcément, ça a un coût. Et du coup, on ne peut pas s'aligner sur les autres. Évidemment, nous, on ne vendra jamais nos repas au prix d'un Big Mac. Et en fait, c'est normal, et les gens, ça, ils le comprennent. Parce qu'eux aussi, quand on parle de valeur d'un produit ou d'un service qui a une valeur en plus, on ne parle plus juste, par exemple, dans notre exemple, à leur estomac. On parle aussi à leur cœur, on parle aussi à leur cerveau. On parle des choses qui leur tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour elles et qui leur permettent aussi de se sentir bien dans leur basket. Et du coup, tout ça, bah ouais, ça a une valeur. Et du coup, il faut absolument que ça figure dans le prix de notre produit ou de notre service. On ne peut pas faire disparaître ça. Ça veut dire, Astrid et Mathieu, que vous êtes plus cher que vos concurrents qui n'ont pas de valeur? Alors, j'ai envie de dire que majoritairement, oui. Oui. Mais en soi, entre guillemets, c'est surtout
on ne va pas forcément être en concurrent avec ces fournisseurs-là. Tu l'as très bien dit, Astrid. Astrid, aujourd'hui, elle n'est pas en concurrence avec McDonald's. C'est deux positionnements qui sont hyper différents. C'est-à-dire que les clients qu'elle va avoir, ce n'est pas ceux qui, d'habitude, vont à McDonald's. Donc, c'est surtout ça, en fait, la différence. C'est qu'au final, on va s'adresser à une cible qui va être différente. J'ai une question difficile sur ce sujet-là. Est-ce que ce n'est pas une limite à votre volonté de changer le monde si les seuls clients que vous avez sont déjà des convaincus ? Alors, c'est peut-être là où je vais revenir avec cette idée de rencontre. En fait, nous, ce qu'on fait avec nos entreprises, c'est inspirer des gens. Quand on a des valeurs, on inspire des gens. On leur donne envie peut-être de faire eux aussi quelque chose qui porte des valeurs, etc. Et du coup, rien qu'en ça, déjà, c'est intéressant. Et puis, c'est utile. Ça donne une vraie utilité à nos engagements et à nos entreprises. Et du coup, il n'y a pas vraiment de limite à ça. On va créer une rencontre. Nous, par exemple, on va aller chez des gens. Mettons, on fait un repas pour 6 personnes. Il y en a un qui nous a fait venir. Peut-être que celui-là, il était déjà vegan. Peut-être qu'il s'habille déjà qu'en coton bio. Voilà. Mais ces 5 invités, eux, c'est peut-être les plus gros mangeurs de viande et de Big Mac de la planète, mais ils ont mangé notre repas. Ils l'ont trouvé bon, ils ont aimé le moment qu'ils ont passé avec nous, ils ont aimé les messages qu'on a fait passer. Peut-être la prochaine fois, eux aussi vont faire appel à nous. Et ça marche aussi comme ça. C'est pour ça que créer de la rencontre et aussi créer du réseau. Je parlais très brièvement tout à l'heure du réseau de restaurateurs du végétal qu'on est en train de créer, mais créer du réseau pour aussi aller toucher plus de public, aller dire aux gens, regardez, c'est vachement bien aussi, ça aussi. Vous ne connaissiez pas, mais laissez-vous séduire. Ben ça marche très bien. C'est très clair. Mathieu, c'est quoi ? Parce que vous avez envie de changer le monde tous les deux. Ouais. Oui. Clairement. Changer le monde, il faut convaincre pour changer le monde. C'est ça, mais pour moi, Astrid, elle a très bien expliqué, et je suis assez surpris de voir que nos activités, elles ont pas mal de similitudes. Alors qu'on fait des trucs qui n'ont rien à voir. Mais on vit un peu les mêmes expériences que je pourrais témoigner aussi, sans citer de nom, d'entreprises avec lesquelles on a commencé à travailler, qui étaient plutôt sceptiques. Des gens sceptiques, on en rencontre quasiment tous les jours, hein, il faut aussi le dire. Mais par contre, quand ils acceptent, soit parce qu'il y en a un qui accepte de sauter le pas, et Dieu merci, c'est celui qui décide, et ensuite on arrive à développer des projets qui sont intéressants. Et je vous assure que quand on commence un projet avec une entreprise, qu'on leur dit, vous voyez vos déchets, on va en faire vos tables, et qu'à la fin, il y a la table, et ceux qui étaient sceptiques, ils sont convaincus. Et du coup, il y a davantage de convaincus. Et au final, on arrive, à notre petite échelle, hein, bien entendu, à changer et à faire bouger les lignes. Donc je pense que c'est surtout ça, en fait, qui fait partie aussi de l'aventure, en soi. De dire, c'est une vraie réussite à chaque fois pour nous, quand on arrive à, pas convertir quelqu'un, mais plutôt au moins poser la question, poser le débat, et que en face, notre interlocuteur, que ce soit un privé ou un corporate ou un particulier, qu'il accepte en fait au moins de se poser la question. Pour nous, c'est déjà une victoire. Mais comment vous faites donc pour... est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions commerciales en fait ? Comment vous faites pour conquérir de nouveaux clients, sortir de ces early adopters, comme on dit, c'est-à-dire de ce cercle de convaincus ? Pour notre... Quelle est votre stratégie commerciale en gros ? Nous, on travaille, on travaille beaucoup avec les outils digitaux, on travaille beaucoup avec LinkedIn aussi notamment. On se donne aussi pas mal de visibilité. Et pour nous, ce qui est important, ce qui fonctionne, nous, on s'adresse à une clientèle qui est plutôt B2B. Et dans le B2B, ce qui fonctionne assez bien, c'est plutôt le bouche-à-oreille, la recommandation, cooptation presque, j'ai envie de dire, et des réseaux de prescripteurs. Donc nous, on a identifié certains réseaux de prescripteurs. On travaille aussi dans une stratégie de commercial qui décline en fait nos personas et nos personas en secteur, par exemple. Dans tel secteur, on a un type de persona, dans d'autres secteurs, on a un autre type de persona, et du coup, ça nous permet d'aller, entre guillemets, attaquer ce secteur avec un angle d'attaque qui est bien précis, bien adapté à ce secteur-là. Je prends 2 exemples pour peut-être illustrer ça. D'un côté, on travaille beaucoup avec les corporates. Donc les corporates, c'est l'entreprise que tout le monde connaît, Nike, par exemple, pour en citer une. Et l'autre côté, on travaille beaucoup avec des industriels. Les industriels, c'est ceux qui fabriquent vos bacs de rangement à la maison, enfin ce genre de choses. Ils vont avoir des problématiques différentes. Et donc nous, et derrière, on va essayer d'adapter à chaque fois non seulement notre discours, mais notre approche, et mettre en avant aussi nos valeurs par rapport à leurs objectifs pour réussir
notre démarche commerciale. Et ces corporates et ces industriels, on va les rencontrer à travers différents canaux. LinkedIn, oui, beaucoup de cooptation et de prescription aussi. Et de l'autre côté, par exemple, pour les industriels, on appartient à la Fédération de la plasturgie. On fait partie du comité directeur au niveau de l'Île-de-France. Et ce qui est assez significatif à l'intérieur, c'est que quand on travaille avec les industriels, on a vraiment... Bon, allez, je ne vais pas être méchant, mais on a le prototype de l'entrepreneur comme on peut le définir aujourd'hui, dans le sens où on a des personnes d'un certain âge, avec un certain niveau, avec une certaine manière de s'exprimer, et qui sont des activités qui sont assez anciennes. Et je vous garantis que ce n'est pas toujours facile de faire bouger les lignes quand on a quelque chose qui est déjà préétabli, qu'on a déjà en fait nos manières de faire. Et ce qui est super, c'est que non seulement la Fédération de la plasturgie a accepté d'ouvrir, en fait, cette porte-là. Mais surtout, en face, on s'est rendu compte qu'au-delà des a priori qu'on pourrait avoir, eh bien, les industriels qu'on a en face, ils sont hyper ouverts, en soi, à être davantage zéro déchet, au-delà, en fait, du cadre légal qu'on leur impose. Oui. Et à partir de là, ça devient justement une stratégie commerciale que de pouvoir intégrer des réseaux ou des circuits de prescripteurs, je peux les appeler comme ça, qui permettent derrière d'avoir accès, en fait, à ce que nous, on a identifié comme étant notre cible client. Oui, ce que je note d'identique avec ce que dit Astrid, c'est aller à la rencontre qui est important. Tout à fait. C'est ça, c'est rencontrer les gens exactement. Et pas seulement derrière un écran. C'est exactement. Aller les voir. Quoi. Exactement, tout à fait. C'est vraiment rencontrer, partager, aussi échanger. Et après, on se rend compte que de l'échange, en fait, c'est un principe simple. À partir du moment où on se met en action, on crée de l'inertie. Et à partir de là, il peut se passer, entre guillemets, tout ce qui peut se passer. L'acte de vente, quand on a des valeurs et qu'on doit convaincre des gens qui ne le sont pas forcément, est sans doute plus long et le contact personnel est beaucoup plus important. Aussi, effectivement. Astrid, vous, votre stratégie commerciale ? C'est vrai que nous, on est plutôt à 90% sur du particulier et du local aussi. Et du local, vu que vous imaginez bien que comme on se déplace à vélo, on ne peut pas aller jusqu'à Paris tous les matins. Du coup, effectivement, on est sur une zone de chalandise qui est très petite et du coup sur des potentiels clients qui ne sont pas très, très nombreux. Du coup, évidemment, le bouche à oreille, c'est toujours ce qui marche le mieux. Tu as eu une super expérience chez toi, tu veux la reproduire ailleurs, tu laisses des super commentaires sur Google, etc. Ça marche très bien. Nous, on essaie de faire des communications aussi qui sont ciblées sur des axes très différents pour pas tout de suite faire peur avec l'entièreté de choses éco-responsables et le côté vegan et tout ça, ça peut faire un petit peu peur. Du coup, on va cibler. Par exemple, nous, on fait de la cuisine qui est plutôt gastronomique. On va faire des posts, on axe sur le fait que notre cuisine est hyper gastronomique, ça donne super envie et on dit pas du tout ce qu'il y a dedans, mais juste des photos. Ça va attirer les gens qui ont l'habitude de manger gastronomique, qui ont l'habitude de se faire des bons petits restaurants. Et là, hop, ils se retrouvent face à un repas. Ils sont pas piégés, hein, c'est écrit quand même dessus que c'est végétal. Hein. Mais du coup, ils sont venus par la porte d'entrée végétale. Les gens qui n'ont pas l'habitude, au contraire, d'aller dans des restaurants gastro, mais qui sont des personnes un peu engagées, etc., on va appuyer sur toutes les actions, effectivement, éco-responsables qu'on fait. Mais du coup, on doit communiquer partout, quoi. On est sur LinkedIn, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on envoie du mailing, on fait une newsletter, on a le site internet. On est obligé d'aller partout parce qu'en fait, on essaie de toucher vraiment plein de personnes qui sont super différentes les unes des autres. Et du coup, tout comme toi, l'industriel qui a peut-être une 50aine d'années et qui est dans son truc depuis super longtemps, nous, Roger, 48 ans, qui mange du steak tous les jours à tous les repas, il faut quand même qu'on aille le chercher, celui-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit laissé pour compte. Mais du coup, dans la discussion, dans le fait qu'on a bien cuisiné, qu'il y avait des bonnes sauces, et puis qu'il nous a trouvé sympa, parce qu'il y a beaucoup d'humains dans nos jobs aussi, et finalement, ça match, alors qu'on n'aurait pas cru. Et du coup, cette personne-là va aller parler à son club de foot, et ils vont tous nous faire venir, au final. Pourtant, c'était inattendu. C'est un projet ambitieux, Astrid. Hein. Mais ça marche. Mais ça marche. On a parlé tout à l'heure du prix. J'aimerais savoir à quel delta de prix vous estimez la part des valeurs. En gros, vous, Astrid, quand vous êtes en concurrence avec un traiteur traditionnel, est-ce que vous pouvez facturer plus cher et à quelles conditions ça passe auprès de certains clients, notamment professionnels, quand vous êtes en appel d'offres ? Quand je vous parlais des tomates tout à l'heure, il y avait la tomate bio super du petit producteur breton et en face, on va dire qu'on a une tomate espagnole en plein hiver sous serre, pleine de pesticides. Évidemment, la tomate bio bretonne, elle est plus chère. Mais si je prends ma tomate bio bretonne et en face, je mets un steak, la meilleure tomate de la terre sera toujours moins chère qu'un steak. Donc nous, on n'est pas plus cher qu'un traiteur classique.
nous, on est au même prix qu'un traiteur classique. Le souci, c'est juste que les gens, ils s'attendent que comme c'est du végétal, ça va être moins cher, parce qu'une tomate, c'est moins cher qu'un steak. Du coup, nous, tout le travail, il est de faire comprendre pourquoi, en fait, on est au même prix. Tout simplement parce qu'on fait plus de travail, on fait tout maison, parce que nos produits sont de meilleure qualité. Donc, en fait, on a tout un travail de pédagogie à faire autour de nos tarifs, mais qui sont plus liés au fait que les produits sont de qualité et qu'on a plus de travail derrière. Mais en fait, on est au même prix. Mais quand on est dans un appel d'offres, on répond par écrit, cette rencontre, elle n'a pas lieu. Comment on fait? Encore une fois, c'est une super question qui est posée par rapport aux appels d'offres, parce qu'en soi, on se rend compte que c'est un peu moins adapté, entre guillemets, par rapport à nos activités. Nous, quand on répond à des appels d'offres, qui sont somme toute classiques, on se rend compte qu'on est surtout challengé, parce que sur les appels d'offres, souvent, il y a les critères et leur impact, leur importance, enfin, leur coefficient par rapport à la décision finale. Et souvent, il y a les critères prix qui sont importants, et on se rend compte que ce n'est pas toujours adapté. Donc, sur le point appel d'offres, il y a un travail qui est en train de se faire, notamment auprès des appels d'offres publics, avec l'intégration de davantage de critères dits RSE, entre guillemets, ou du moins qui respectent ces valeurs-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on va beaucoup moins travailler sur les appels d'offres. Ça va être beaucoup moins un sujet pour nous, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup moins adapté, en fait, à ce que nous, on est capable de proposer et la valeur perçue de notre service. Et donc, dans ce cas, on ne va pas aller, entre guillemets, se tirer une balle dans le pied en allant courir derrière tous les appels d'offres qui peuvent exister. Ça veut dire que si dans un appel d'offres public, il n'y a pas de critères sur la RSE en particulier, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas de temps à perdre ou d'énergie à perdre. Parce qu'on considère qu'exactement, ça ne va pas être notre cible. Donc, il y a des limites à votre stratégie commerciale. Il y en a d'autres que je vais essayer de ne pas perdre mon temps sur des appels d'offres où je suis certain de ne pas les gagner. Il y en a d'autres. Je suis aussi alerte par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux typologies de demandes qu'on va avoir, aux types de clients aussi avec lesquels on va échanger, qui vont être intéressés sur notre service. On va tester aussi le niveau d'intérêt. On va challenger aussi les entreprises sur leurs valeurs en soi et sur leur engagement et la responsabilité qu'ils ont par rapport aux valeurs qu'ils affichent et les engagements qu'ils disent prendre en soi. Donc tout ça, ça va constituer une limite. Forcément, comme toute stratégie commerciale, les nôtres, elles ont des limites. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect prix, notamment, il y a l'identification aussi et la qualification de ce qu'on appelle les leads, donc les prospects, que ce soit via les appels d'offres ou n'importe quel autre canal. Mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des interlocuteurs en face de nous qui comprennent la valeur que nous, on est capable d'apporter. Ça, c'est vraiment ce qui va driver quelque part un petit peu notre stratégie commerciale. Et donc, nous, on travaille pour identifier un maximum ces acteurs avant de les rencontrer. On travaille pour trouver le meilleur moyen, le meilleur chemin pour pouvoir les atteindre. Et ensuite, on va laisser parler la magie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une focalisation sur le personnel, sur le type d'entreprise auquel on va s'adresser, sans qu'on soit non plus sur un marché de niche. Je parlais tout à l'heure des industriels, c'est beaucoup d'entreprises en France. On parlait des corporates tout à l'heure. Nous, on travaille avec avec de l'aéroportuaire, on travaille avec de la grande distribution, on travaille avec des groupes médicaux, des groupes de santé privés. Enfin, c'est assez large en soi d'un point de vue clientèle. Donc, il n'y a pas tellement de restrictions là-dessus. On n'est pas forcément sur un marché de niche. Par contre, on va être sur des acteurs qui ont la capacité, la faculté de pouvoir comprendre la valeur qu'on est capable d'apporter. Et vous, Astrid, vous avez des limites? Alors, on a compris, pas le foot. Le club de foot de Rennes peut vous appeler, c'est pas un problème. Le rugby, la natation. Non, vous avez d'autres limites Je pense que quand on a une entreprise qui porte des valeurs qui sont fortes, on se doit, c'est pas juste que le hasard fait que, mais on se doit de choisir nos clients au moins autant que ce qu'ils nous choisissent. Et du coup, si on se retrouve face à des clients qui veulent pas passer par nous pour nos valeurs, mais qui veulent passer par nous au hasard ou parce que c'était ce que tu es disponible, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux travailler avec des gens qui veulent avancer. Moi, je veux bien créer une rencontre, je veux bien leur dire « Oh, vous saviez pas, mais au fait, on fait ça et ça et ça » et voir leur ouverture. Mais si au final, tout ce qu'ils veulent, c'est juste que la ligne en bas, ce soit la moins chère possible par rapport à tous les autres traiteurs de Bretagne, moi, ça m'intéresse pas. Et c'est pas grave, parce que des gens qui veulent passer par nous pour nos valeurs, il y en a largement assez. Et une question, il nous reste 5 minutes avant de passer aux questions de la salle. Vous pourrez poser vos questions. Les valeurs,
est-ce que ça contribue à une plus grande fidélité des clients? Parce qu'un client qui revient, c'est encore mieux que la conquête. On sait que la fidélité, ça coûte moins cher que la conquête. Vos clients sont-ils plus fidèles? Est-ce qu'ils sont très fidèles? Alors, c'est un peu compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une grande affection pour nous, qui était assez inattendue. Mais vraiment, même ils nous croisent dans la rue et ils sont ravis de nous reconnaître et ils trouvent ça génial ce qu'on fait. Ils nous félicitent et ils nous envoient des petits mots d'encouragement et tout. Après, on est sur un service où on est d'accord, on ne fait pas appel à un chef à domicile gastronomique tous les dimanches midi pendant toute l'année. Donc, on a les clients qui peuvent se le permettre, qui reviennent vers nous 1, 2, 3 fois l'an. Plus, c'est quand même vraiment très, très compliqué. Par contre, ça va être nos meilleurs prescripteurs. Ils vont faire des stories sur nous. Ils vont dire « Ah, j'ai croisé les bulbes, regardez !» Ils vont nous mettre en photo sur quelque chose. Ils vont coller tous nos stickers sur la porte de leur WC. Du coup, leurs amis vont dire « Mais c'est quoi ça ?» Et du coup, en tout cas, si c'est peut-être pas une fidélité en tant que client, il y a une vraie affection de nos clients pour nous et le travail qu'on fait. C'est mieux sur la porte du frigidaire, hein, dites-leur. Et vous, Mathieu? Je pense que par rapport à la question, ce qui est important, c'est en début de projet, idéalement, moi je sais que dans le parcours de Gobius, quand j'ai commencé ce parcours entrepreneurial, c'était, je sais pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais à la base c'était un projet scolaire, du coup qui est devenu un projet professionnel et pour ça je dois remercier BGE qui m'a bien accompagné au départ de cette aventure-là. Il faut bien travailler ses valeurs, bien être aligné, bien être en accord avec ces valeurs-là et ensuite elles parlent pour nous à un moment donné. Et je rejoins encore une fois Astrid sur ce que tu disais par rapport au côté affectif. En fait, on développe une relation qui est presque, pas personnelle, mais qui est très forte avec notre clientèle. Et ce qui est super, c'est de voir deux choses. La première, c'est de voir que notre relation, elle peut survivre, entre guillemets, à la personne, l'interlocuteur principal qu'on a en face de nous. Ça, c'est super de voir que j'ai un interlocuteur avec lequel je travaille, cet interlocuteur quitte son poste, soit pour un autre, soit pour une autre entreprise. Celui qui vient après, il comprend la marque, il comprend notre valeur, et ensuite, il veut continuer le partenariat. Ça, c'est super. La deuxième chose, c'est de se rendre compte aussi qu'on est capable de développer, en fait, ce qu'on a commencé ensemble. Disons que, par exemple, au départ, on commence à travailler ensemble pour les gobelets. Ensuite, on travaille ensemble, je ne sais pas moi, pour les bouteilles. Ensuite, on travaille ensemble pour la moquette, etc. Et donc, il y a vraiment quelque part quelque chose qui s'inscrit dans la relation et qui fait qu'il y a de la confiance, il y a la partie affective, il y a des résultats aussi, parce que l'entreprise, il cherche quand même des résultats. Et derrière, ça augmente la confiance et ça crée de la fidélité. Et en soi, ça permet d'avancer. Oui, c'est des entreprises qu'on peut développer plus vite et sur d'autres critères que simplement le critère prix. Tout à fait, exactement. Pour conclure, en tout cas, cette conversation, parlez-nous juste de votre avenir. Vous ne nous avez pas dit l'un et l'autre où vous en étiez, combien de salariés, tout ça. Et, enfin, je sais, Astrid, que vous êtes une jeune entreprise, plus que celle de Mathieu, mais comment vous voyez votre avenir ou l'avenir de votre entreprise en tout cas? Je te laisse répondre. Oui, effectivement, nous on est une TPE. On est sur le point de faire rentrer une troisième personne dans la gestion de la structure, puisqu'actuellement il n'y avait que Myrtille et moi, et des extras en service, en cuisine ponctuellement, quoi. Donc on est vraiment sur une très petite entreprise. On s'est posé la question de si on devait re-rentrer dans la restauration traditionnelle, donc pour la faire courte, acheter un fonds de commerce et ouvrir un restaurant. Et pour nous, c'est un modèle qui ne marche plus. Et donc là, on veut prendre les mois, peut-être années à venir, à vraiment réinventer un nouveau modèle, travailler avec effectivement les autres acteurs de la restauration pour réfléchir à ça. En attendant, on va beaucoup plus loin dans l'aspect événementiel, vraiment organisation événementielle, parce qu'on s'est rendu compte que c'est là qu'on rencontrait le plus de gens et qu'on arrivait aussi à créer des rencontres entre ces gens. Et du coup, après, ils se posent des questions entre eux. Et du coup, en termes d'implication dans les valeurs, etc., ça marche, quoi. Plus on parle de ces sujets, et plus ça fait avancer dans les têtes, et plus ça avance dans les têtes, et plus ça avance dans la société. Donc, pour notre but ultime, qui est de changer le monde, c'est très, très bien.
On verra à quel point l'entreprise peut grossir ou non. Nous, on aime bien rester cette petite entreprise de proximité qui est connue dans Rennes, qui est connue de ses clients, qui est connue des restaurateurs. Nous, c'est quelque chose auquel on tient, de recréer un petit peu des petites choses. Par contre, on n'est pas contre qu'il y ait d'autres projets qui émergent en France qui ressemblent à ça et qu'on puisse coacher éventuellement. Mathieu, vous l'avenir Pour finir, nous, on existe depuis 5 ans, donc on est un peu plus vieux que toi, Astrid, mais on est 5 personnes aujourd'hui. On est installé à Viry-Châtillon, on a un chiffre d'affaires qui est compris entre 300 et 350 000 euros annuels. Donc je l'ai dit, j'ai commencé à 5 ans, j'étais tout seul, et aujourd'hui on est 5. Donc c'est quand même en soi une de ces réussites en temps plein aussi, avec une partie alternante et une partie CDI. Et donc on rayonne sur toute la France. Et c'est vrai que nous, nos projets sont vraiment axés sur le développement en fait, de notre impact. Donc on travaille aujourd'hui sur le développement d'une usine qui va être la première usine en Île-de-France dédiée à l'économie circulaire. On travaille aussi sur d'autres événements qui vont avoir pour but de pouvoir sensibiliser d'une manière un peu différente à l'économie circulaire. On prépare un événement derrière où on réunit des artistes qui sont capables de travailler avec leur art en fait, de la transformation de déchets. Je vous donnerai la date, comme ça vous allez tous pouvoir venir. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de se dire qu'on a aussi la possibilité d'accompagner pas mal d'industriels. Et on se rend compte qu'il y a un vrai problème aujourd'hui au niveau des industriels, pas des industriels, mais de leur capacité, ou plutôt des possibilités qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir intégrer des matières premières recyclées. Je vous garantis que c'est vraiment un parcours du combattant. On essaie au mieux qu'on peut aujourd'hui d'apporter des solutions et de continuer à développer ça pour que demain, vous ayez davantage de produits qui soient avec de la matière recyclée et pas forcément de la matière vierge. Alors, merci à tous les deux. Merci d'avoir été présents et d'avoir accepté de témoigner. Le micro va circuler. Si vous avez des questions, il suffit de lever la main. Quelqu'un vous l'apportera. Pendant ce temps-là, je voulais simplement vous signaler que vous pouvez retrouver BGE sur ce salon, sur le stand de Cap Créa. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour, merci pour ces partages inspirants. Comment mettez-vous en forme et à quel niveau de curseur ces valeurs dans votre communication extérieure? Comment vous choisissez, où vous mettez le curseur, enfin voilà. Pour transcrire ces valeurs. C'est vrai que quand on porte beaucoup de valeurs, on ne peut pas faire une communication où il y a tout à chaque fois. On ne peut pas dire oui, mais on fait ça, et puis on trie nos déchets, puis on est anti-gaspillé, puis on est machin. À un moment, après, c'est fouillis. Du coup, je pense qu'il faut cibler. Ça dépend de, comme tu disais, de quel persona on cible, avec quelle communication, quelle est la chose qui va plus toucher cette personne-là. Et pas hésiter à faire plusieurs communications régulièrement où on fait un zoom sur un aspect de ce qu'on fait. Après, je pense qu'il faut être très transparent sur le fait que nos entreprises sont nées de ces engagements-là et que du coup, ils sont présents partout dans notre entreprise. Et je pense même que ça crée de l'engagement vis-à-vis des personnes qui voient ces communications. Je pense que ça les touche davantage. Je te rejoins encore une fois, c'est vrai que ce qui fait le curseur, c'est souvent le public qui est ciblé à ce moment-là, quand on entame une action de communication, mais c'est vrai aussi que, étant donné que ces valeurs, elles sont vraiment à la naissance de nos entreprises, on cherche quelque part de temps en temps à mettre l'accent sur différents aspects, mais aujourd'hui, quand on fait une action de communication, la question qu'on se pose d'abord, c'est à qui est-ce qu'on parle ? Et ensuite, en fonction de à qui est-ce qu'on parle, eh bien, on sait qu'il y a des sensibilités qui diffèrent par rapport aux valeurs. Et donc, on va mettre en avant les valeurs qui vont être les plus pertinentes à ce moment-là. Et pour nous, on essaye aussi d'éviter un peu de tomber dans l'image perçue greenwashing en disant on est ceci, on est cela, on fait ci, on fait ça. Parce qu'à un moment donné, comme tu as très bien dit, ça devient un peu compliqué, quoi. Bonjour. J'avais une question. Pardon. Là. Quand vous avez commencé à monter votre entreprise au niveau, est-ce que vous avez commencé par une stratégie digitale, plutôt du marketing physique, ou vous avez fait les deux à la fois en simultané? Pour ma part, c'était plutôt en simultané.
C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais accompagné par BGE quand j'ai commencé l'aventure côté entrepreneurial professionnel, j'ai envie de dire, côté projet professionnel. Et à l'époque, avec le conseiller, on avait défini plusieurs stratégies commerciales pour aller cibler nos premiers clients. Donc il y avait pas du démarchage, j'ai envie de dire, mais plutôt du contact physique direct auprès de certaines catégories d'entreprises, notamment sur des secteurs d'activité, des zones d'activité plutôt. Il y avait de la communication digitale pour aller chercher notamment des corporates un peu plus, on va dire un peu plus grands, quoi, notamment avec LinkedIn déjà à l'époque. Donc on avait une stratégie un peu comme ça en parallèle à double vitesse presque, j'ai envie de dire, au niveau de la partie commerciale. Et en fait on se rend compte surtout que quand on... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui démarrent un projet dans la salle, mais en tout cas, on se rend compte que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du marché en soi. Et il y a des stratégies commerciales qu'on peut penser très très bonnes avant de les faire et avant de passer sur l'exécution et sur le terrain, et qui s'avèrent pas vraiment efficaces en fait. Et je pense qu'il faut être assez honnête avec soi-même et avoir des bons indicateurs pour comprendre quand ça ne fonctionne pas et ajuster et changer quand ce n'est pas le cas, quoi. Plutôt de se focaliser sur je vais commencer sur physique ou digital, etc. C'est vraiment commencer, presque j'ai envie de dire d'être dans une démarche continuelle de test and learn, quoi. Bon. Et nous, on a commencé exclusivement en termes de communication digitale. On a même commencé la com digitale 6 mois avant de créer la boîte. Parce qu'on voulait tâter un petit peu la réaction des gens. On a commencé par faire un peu des shootings photos, de plats, de nous, trouver un petit peu une charte graphique, voir comment répondaient les gens, et est-ce que ça allait être possible de effectivement monter cette boîte là, à Rennes, à ce moment-là, post-Covid, est-ce que ça allait marcher ou pas. Du coup, on a utilisé ces 6 mois-là pour tâter via les réseaux sociaux, via le site internet, etc., si ça pouvait prendre. Et du coup, effectivement, les réseaux sociaux, vu la réponse qu'on a eue, on a dit, OK, on la lance, la boîte. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous avez démarré vos projets tous les deux, est-ce que vous avez dû faire de gros sacrifices en termes de choix de business model par rapport à des entreprises qui ne portent pas des valeurs comme les vôtres ? Et est-ce que vous avez eu le sentiment que ça vous a fait perdre du temps ou que ça a demandé plus de temps pour arriver là où vous êtes aujourd'hui parce que vous portiez ces valeurs ? J'aurais plutôt tendance à répondre non à la question. J'aurais plutôt tendance à répondre non à la question, bien qu'il y ait eu quelques différences et quelques difficultés. En fait, ce qui était pour nous important, encore une fois, c'était de rester aligné à ces valeurs-là, et c'était aussi de repérer rapidement les interlocuteurs et clients potentiels, donc prospects, qui seraient sensibles à ces valeurs-là. Et c'est vrai que par rapport à notre concurrence, je le disais tout à l'heure, nous on a pris le problème entre guillemets un peu à l'envers. On ne s'est pas dit on va collecter des déchets, on va les stocker, puis on va voir ce qu'on va faire avec, un petit peu comme le font les grands industriels, même si aujourd'hui ça va un peu comment faire. Je vous passe les détails. Nous, on a vraiment voulu travailler sur des déchets ciblés qu'on aime très bien faire, et ensuite remonter la chaîne et étendre et augmenter en fait ce nombre de déchets qu'on arrive à collecter. D'abord, on collectait beaucoup les gobelets plastiques à une certaine époque, mais non, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et donc, de fil en aiguille, on allait sur des bouteilles, sur des canettes. Je parlais du textile jetable au niveau des établissements de santé. On l'a fait avec le Covid un peu dans tous les établissements aussi. Donc, c'était en fait de pouvoir, dans notre cas, parce qu'on commençait aussi avec peu de moyens, d'essayer d'identifier des petits trous dans la raquette. Et dans les trous dans la raquette, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie opacité on va dire des institutionnels du recyclage de déchets sur la fin de vie des déchets qu'ils collectaient. Et donc, pour nous, ça a été un petit signal d'alerte. On a essayé d'apporter de la valeur par rapport à ça, et pour l'instant, ça nous réussit. Je vais juste rajouter que même sur certains points, je dirais que d'avoir eu ces valeurs, ça a permis d'aller plus vite, parce que ça fait vite un tri dans les interlocuteurs, dans les gens qu'on doit contacter ou pas, dans comment on doit faire la communication. Du coup, on sait tout de suite, ah ouais, je peux parler de ça, alors que sinon, on a tous les sujets possibles. Du coup, sur plein d'aspects, ça fait gagner du temps. Et aussi, quand on porte des valeurs, on rencontre des gens qui ont vachement envie de nous aider. Et du coup, ces gens-là, c'est des accélérateurs de projets. Pour nous aussi, BGE, ça a été très fort. Du coup, ils nous ont beaucoup aidés dès le lancement, même avant le lancement il y a 2 ans. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'au contraire, on trouve des interlocuteurs qui accélèrent les choses.
quand le projet il a des bases qui sont des valeurs, quoi. Après, si je peux me permettre de compléter rapidement, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de ce qu'on propose, c'est de répondre à un problème en soi. Donc, normalement, votre entreprise, votre projet, il répond en soi à un problème. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières de répondre à un seul et même problème. Et là, en fait, au-delà du simple fait de répondre au problème, on apporte de la valeur, on apporte aussi nos valeurs pour permettre à cette entreprise-là d'avoir un service beaucoup plus important et en termes de richesse créée, j'ai envie de dire, qu'un simple service, entre guillemets, concurrent qui, lui, va juste répondre aux besoins et point barre. Je ne sais pas si il y a une dernière question, mais ce sera la dernière s'il y en a une, parce qu'il est 11h20. Okay. Ou alors je vous propose de venir les poser directement à nos deux participants. Oui, bonjour. Ma question, en fait, c'est pour Mathieu, parce que je suis dans ce domaine-là de la gestion des déchets et aussi accompagnée par la BGE. Je voulais savoir, en fait, toi, parce que tu disais que ça t'a beaucoup aidé, concrètement, la BGE, comment ça t'a aidé de passer de l'idée à quelque chose à une action, en fait, à la société. Et aussi, l'autre, c'est ton premier client, parce que tu disais que ce n'était pas vraiment dans le digital. Ton premier client, tu l'avais trouvé comment ? Merci pour la question, du coup. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc c'était un projet qui était de base un projet scolaire, donc qui a commencé à l'université. Et ce que je peux te dire, c'est qu'entre le business plan avec lequel je suis sorti de l'université et le business plan qu'on m'a présenté, avec lequel j'ai travaillé à la BGE, il y avait beaucoup d'écart, quoi. Et c'était assez compliqué de développer une entreprise avec le premier business plan. Donc ça a été vraiment de poser des bases solides au niveau de l'entrepreneuriat, de bien comprendre en fait comment fonctionne une entreprise, qu'est une entreprise. Pourtant, j'avais étudié un an avant dessus. Et donc voilà, ça m'a permis de passer vraiment de quelque chose d'assez théorique à quelque chose de plutôt pratique, voire professionnel, et d'arriver avec un bagage beaucoup plus solide sur le marché un peu plus tard. Et mon premier client, ça a été, je crois que c'était la mairie de là où on est installé, à Viry-Châtillon. Je crois que c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. C'est ça notre premier client en soi. Et je ne dois pas le dire normalement, mais on a aussi eu BGE dans nos premiers clients. Bon, ben, Astrid aussi, BGE. Donc, Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci.